Donc, merci Rebecca. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Ça me touche beaucoup parce que j'ai été dans le comité organisateur du Club Math, puis c'est vraiment une richesse qu'on a ici à l'Université de Montréal. Donc, voilà, je suis content de parler devant vous aujourd'hui. Et j'ai intitulé la conférence « Range ta chambre ». Donc, on peut imaginer des parents dire ça. Ce qu'on a plus de misère à imaginer, c'est un adolescent répondre « Mais vous savez, maman, papa, un chaos, un désordre complet, c'est impossible. » Je connais ça, moi, la théorie de Ramsey. Et en fait, c'est ce que Theodore S. Motzkin a dit en essayant de décrire de façon succincte la théorie de Ramsey. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un désordre complet? Pourquoi c'est impossible? On va voir ça à travers des exemples. Donc, il va en avoir pour un peu tout le monde. Il va en avoir plus en combinatoire, en géométrie, en théorie des nombres. Et on va commencer tout de suite avec Dirichlet et Frank Ramsey. Donc, qui sont nos premiers protagonistes? Dirichlet, qui est un mathématicien du 19e siècle, il est né en Prusse. La Prusse, c'est comme une drôle de forme de pays, donc ça couvre l'Allemagne actuelle et plus à l'est aussi. Donc, il est né en Prusse, a déménagé à Paris pour faire ses études mathématiques, a collaboré là-bas avec des mathématiciens de renom aujourd'hui et a travaillé sur le dernier théorème de Fermat, a montré un nouveau cas, ce qui lui a donné une grande renommée. Par contre, puisqu'il avait une grande renommée, il a été capable d'avoir un poste de professeur à ce moment-là, avant même d'avoir un doctorat. Mais pour être officiellement professeur, il devait soutenir une thèse. Problème, Dirichlet ne parlait pas bien latin. Il devait soutenir en latin. Donc, il obtient toutes sortes de dérogations, puis durant toute sa carrière, ça va le suivre. Il ne va pas être capable de soutenir une thèse en latin. Ça va être un problème. Mais il a tellement une renommée importante qu'on va lui donner des doctorats honorifiques, on va s'arranger avec le système. Même dans ce temps-là, on avait des problèmes avec l'administration. Et on va s'arranger avec le système pour que Dirichlet puisse faire ce qu'il a à faire. Et donc, il va déménager en Prusse pour un poste de professeur. Ensuite, il va aller à Berlin, où il va côtoyer des gens comme les Mendelssohn, des musiciens reconnus. Il va diriger des gens comme Lipschitz, comme Eisenstein, comme Kronecker, qui sont des noms que vous allez entendre ou vous avez entendus dans vos cours de mathématiques. Et il va collaborer aussi avec Gauss. Il va même prendre sa chaire à la mort de Gauss, à la demande de Gauss. Donc, il va aller à Göttingen et il est reconnu comme un des fondateurs de la théorie analytique des nombres. Il a travaillé dans plusieurs autres domaines. Qui est notre deuxième protagoniste? Frank Ramsey, qui a une vie beaucoup plus courte. Donc, Ramsey a toujours été dans les environs de Cambridge. Son père était président d'un des collèges de Cambridge. Et il va être nommé professeur à 23 ans. C'était vraiment un prodige. Il a travaillé avec Keynes en économie, il a travaillé avec Wittgenstein en philosophie et il a travaillé en logique mathématique sur des problèmes de Hilbert. Donc, il est mort à 26 ans de problèmes de foie, mais il a accompli beaucoup de choses dans ces 26 années-là. C'était vraiment un prodige. Et en fait, il va fonder la théorie de Ramsey, mais il ne le saura pas. Donc, il va mourir avant, il va montrer un théorème. En montrant un théorème de logique mathématique, il va montrer un théorème qu'on appelle maintenant le théorème de Ramsey, mais pour lui, c'est un résultat auxiliaire. OK. Donc, on va commencer avec un contexte mathématique simple. Je prends un entier grand N et je me demande, est-ce que pour tout cas, c'est possible de partitionner les entiers de 1 à grand N, de 1 à K, désolé, en grand N ensemble de taille 1. Donc, peut-être que ce n'est pas très concret, il y a beaucoup de variables. Donc, on va faire un exemple. N est égal à 4, K est égal à 4. Bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai 4 nombres. Je veux les partitionner, donc les mettre un nombre et exactement un nombre dans chaque ensemble. Les ensembles sont de taille 1. Donc, ce n'est pas trop difficile, je les mets, ça fonctionne. Est-ce que je peux le faire pour tout K? Bien, là, si on voit ça comme ça, ben non. Si je prends K est égal à 5, il ne reste plus de place. Donc, je ne peux pas m'assurer que mes ensembles sont de taille au plus 1. Et en fait, ça, c'est une reformulation du problème pas du problème, mais du principe des tiroirs de Dirichlet, aussi connu sous le nom des nids de pigeons. Donc, la plupart des gens ici sont familiers avec ce principe-là. Et on peut généraliser ce principe-là. Donc, si on se demande si on peut partitionner tous les entiers de 1 à K en N ensemble, grand N ensemble de taille petit n, bien, on ne peut pas le faire à partir de grand N fois petit n plus 1. Donc, si j'ai des ensembles de taille 2, j'ai 7 entiers, ça ne rentre pas. Donc, ça, c'est tiroir de Dirichlet généralisé.
Donc, il y a des gens qui disent que ça, c'est la théorie de Ramsey. Peut-être que c'est un peu pousser le bouchon, mais ça va être une formulation qui va nous être utile pour passer à l'étape supérieure pour organiser une fête. Donc, on aimerait ça organiser une fête et on ne voudrait pas qu'il y ait trop de malaise parce que le malaise, c'est inconvenant. Et donc, ça va être quoi notre condition? On va vouloir inviter K personnes et on va vouloir qu'il n'y ait pas de groupe parmi ces 3 personnes-là de gens qui se connaissent tous. Donc, on veut que des nouvelles personnes se rencontrent. Donc, on veut s'assurer que dans notre fête, tout le monde ne se connaît pas tous. Donc, on va s'assurer que peu importe le groupe de 3 personnes que je vais asseoir autour d'une table, il va y avoir au moins 2 personnes qui ne vont pas se connaître. De manière similaire, je veux aussi éviter qu'il y ait un trop gros malaise. Donc, peu importe le groupe de 3 personnes que je vais asseoir autour d'une table, je veux éviter qu'il y ait 3 personnes qui ne se connaissent pas. Donc, comme ça, il y a toujours quelqu'un qui peut présenter quelqu'un d'autre, puis là, tout est smooth. OK. Est-ce que c'est possible pour tout cas? Donc, on va reformuler le problème. Ça, on va le reformuler comme un problème de graphe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nos invités, ça va être des sommets. Donc, mes invités, ça va être A, B, C, D. Je vais les représenter par des ronds. Et ce que je vais faire, c'est que si 2 invités, disons A et B, se connaissent, je vais mettre un lien bleu entre eux. S'ils ne se connaissent pas, je vais mettre un lien rouge, comme B et C. Donc, ici, il faut que je remplisse les autres. Donc, disons C et D ne se connaissent pas, A et D se connaissent, A et C ne se connaissent pas, et B et D ne se connaissent pas non plus. Donc, un graphe comme ça, avec les couleurs, donc on sépare, on a encore l'idée de la partition qu'on avait précédemment. Donc, je veux partitionner mes arêtes en bleu et en rouge. Donc, j'ai un ensemble bleu et j'ai un ensemble rouge. Est-ce que cette fête-là, ça respecte notre critère? Donc, est-ce qu'on a réussi à éviter qu'on n'a pas de groupe de 3 personnes qui se connaissent toutes et pas de groupe de 3 personnes qui ne se connaissent toutes pas? Non. Pourquoi, Hervé? Ben, le groupe BCD ne se connaissent toutes pas. Exact. Donc, le groupe BCD ne se connaissent toutes pas. Et donc, cette fête-là va être sûrement malaisante. Et donc, on peut reformuler notre problème. Plutôt que de se poser la question « je veux organiser une fête », on va se demander est-ce que c'est possible de partitionner les arêtes d'un graphe à K sommet, donc à K invités, en évitant de former un triangle qui est tout bleu ou un triangle qui est tout rouge, comme ici. Donc, on reformule le problème en un problème qui est purement de théorie des graphes. Et la question reste la même, est-ce que c'est possible d'organiser une fête qui est arbitrairement grande? Donc, est-ce que c'est possible pour tout cas? OK. Donc, on va essayer pour K est égal à 4. Donc, si on se souvient, ici, on l'a fait pour K est égal à 4, ça ne fonctionnait pas, mais c'était juste une des façons possibles de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire? Donc, on va essayer. On va prendre nos 4 invités. Maintenant, ils n'ont plus de nom, donc ça ne nous intéresse pas vraiment, leur nom. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils se connaissent ou pas? Donc, je vais dire, ici, on se connaît. Ici, on se connaît. Maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas le choix de faire si je ne veux pas former un triangle bleu, c'est-à-dire, je n'ai pas le choix de mettre un rouge ici. Ensuite, je vais continuer, bleu. Encore une fois, je n'ai pas le choix de mettre un rouge ici. Et je vais mettre un autre bleu. Et ici, on voit qu'on a réussi à séparer nos arêtes en 2 groupes et on n'a pas de triangle. Donc, ça marche. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour K est égal à 5? Donc, on va le faire. On a bleu, on a bleu. Là, on n'a pas le choix de mettre rouge. On a bleu, on n'a pas le choix de mettre rouge. On a bleu, on n'a pas le choix de mettre rouge. Finalement, on a bleu, on n'a pas le choix de mettre rouge comme ça, mais aussi on a formé un triangle comme ceci, donc on n'a pas le choix de mettre rouge ici non plus. Et on n'a pas de triangle. Donc, ça marche. Donc, on semble avoir trouvé un pattern. Ça va être quoi? Ça va être, on va mettre rouge au centre, on va mettre bleu dans le pourtour, puis ça a l'air de fonctionner. Donc, on va le faire pour K est égal à 6, juste pour être sûr. Donc, bleu, bleu, rouge, bleu, bleu, rouge. Non, bleu, rouge surtout. Et maintenant, rouge, bleu, rouge. C'est inévitable. Et ensuite, on ajoute le dernier bleu. On a un triangle. Ça n'a pas l'air de marcher. Donc, notre méthode ne fonctionne pas pour K est égal à 6, mais ça fonctionnait pour 4 et 5. Est-ce que c'est impossible, par contre? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de le faire pour K est égal à 6? La réponse est non.
La réponse, c'est que c'est impossible pour k au moins 6. Et on va le montrer. Donc, on va prendre nos 6 invités, mais on va les positionner un peu différemment. Ça ne change rien dans un graphe si on bouge les sommets. Donc, je vais les positionner comme ça. Donc, il va y avoir un invité ici qui va être spécial. Et on va regarder c'est quoi ses relations avec le reste. Donc, je regarde ses relations avec le reste. Et je me dis, ah, mais c'est certain que sur ces 5 personnes-là, par le principe des tiroirs de Dirichlet, il en connaît au moins 3 ou il n'en connaît pas 3. Parce qu'il faut qu'il y ait une des deux classes qui soit majoritaire. S'il en connaissait au plus 2 et qu'il n'en connaissait pas au plus 2, c'est quoi qui se passe avec ici? On a un problème. Donc, il en connaît au moins 3 ou il en connaît au moins pas 3. Sans perdre de généralité, on va dire qu'il ne connaît pas les 3 premiers. Maintenant, regardons les arêtes ici. Qu'est-ce qui se passe avec ces arêtes-là? Bien, il y a 2 cas. Si elles sont toutes bleues, on a un triangle. Si elles ne sont pas toutes bleues, il y en a une rouge. Et on a un triangle. Donc, peu importe comment vous essayez de colorier ce graphe-là, de partitionner les arêtes en deux groupes, on va avoir un triangle. Et ça, c'est inévitable. Donc, c'est quoi le théorème de Ramsey? Bien, on va se poser la question Donc, on va se poser la question maintenant pour des plus grandes tables. Donc, on va organiser une fête, mais maintenant, on va vouloir éviter que sur une table de 4 personnes, il y ait personne qui se connaisse ou que tout le monde se connaisse. Ou sur une table de 5 personnes, ou sur une table de 6 personnes, etc. Donc, ça représenterait... Donc, avant, j'avais un triangle, une table de 3 personnes. Maintenant, si j'ai 4 personnes, ça, c'est un graphe complet à 4 sommets, à 5 sommets, à 6 sommets. Donc, je vais vouloir éviter que ces motifs-là, toutes d'une même couleur, apparaissent dans mon graphe. La question, est-ce que je peux éviter que ça apparaisse si j'ai assez d'invités? La réponse du théorème de Ramsey, c'est que non. Si je fixe un de ces motifs-là, c'est inévitable que si j'invite assez de gens, ils vont apparaître dans toute une couleur, peu importe comment ces gens-là se connaissent ou non. Donc, ce théorème-là, comme je vous l'ai dit, c'était un théorème que Ramsey a démontré pour montrer quelque chose en logique mathématique. Il ne s'attendait pas à ce que ça devienne, qu'il y ait une théorie qui prenne son nom grâce à ça, mais c'est ce qui est arrivé. Et qu'est-ce qui se passe avec ce théorème-là? Bon, on peut se demander, j'organise une fête, moi, pour vrai. Moi, j'organise des fêtes pour vrai. Combien il faut que j'invite de gens pour que ça devienne malaisant? Tu sais, j'imagine qu'il y a des gens ici qui ont l'intuition que quand on a au moins 6 personnes dans une fête, c'est malaisant, mais c'est à cause du théorème de Ramsey. Mais mettons qu'on a des tables plus grandes et qu'on veut quand même que ça soit malaisant, c'est à quel point il faut inviter de gens? Bien, ce nombre-là, ça s'appelle le nombre de Ramsey. Donc, le nombre de Ramsey, le nombre de Ramsey, c'est quoi? Donc, R3, ça va être le nombre minimal pour que ça soit inévitable qu'on ne puisse plus éviter les triangles. Donc, ça va être R3. Maintenant, quand j'augmente la table à 4, bien ça va être R4, R5, etc. Donc, on a déjà vu que R3, c'est 6. Maintenant, on est capable de calculer que R4, c'est 18. Donc, ayez des plus grandes tables. Et par contre, on sait seulement que R5, c'est entre 43 et 46. Donc, dès R5, on n'est pas capable de déterminer c'est quoi la valeur exacte. Et là, il y a des gens qui se disent, mais non, mais énumérez-les, il n'y en a pas tant que ça, 43, ce n'est pas un gros nombre. Mais il y en a vraiment beaucoup des graphes de taille 43. Puis en plus, il faut essayer toutes les façons de séparer les arêtes en bleu et en rouge. Ça fait vraiment une quantité ignoble de possibilités. Et on n'est pas capable de le déterminer. Et ce problème-là a été ouvert depuis 1930. Donc, imaginez, il y a des gens qui y ont pensé, puis si vous êtes capable de déterminer ça, je peux vous garantir que vous allez avoir comme pas mal de citations ou un article dans un bon journal ou quelque chose comme ça. En fait, cette borne inférieure-là date de 1989. Et celle-ci a été améliorée le mois dernier, mais elle n'avait pas été améliorée depuis de nombreuses années. Donc, voilà. Et maintenant, asymptotiquement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces valeurs-là si on prend n arbitraire? Bon, on sait que c'est à peu près entre racine de 2 à la n et 3,8 à la n. Donc, il y a quand même un très, très gros écart. Les gens qui font de la théorie analytique vont dire ça, c'est pas petit o de 1. Là. C'est vraiment pas ça. Et en fait, la borne inférieure de racine de 2 à la n, elle n'a essentiellement pas changé depuis 1935.
Il n'y a personne qui est capable de faire mieux. Pas depuis 1935, désolé, depuis 1947. Il n'y a personne qui a été capable de faire mieux, mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé. La borne supérieure n'avait pas changé depuis 1935 et on a eu un résultat qui l'améliorait à 3, donc elle était de 4 à la n en 1935, 3,993 en 2023, donc très récent, et 3,8 cet été. Donc, il y a eu des progrès récents, mais on voit que pendant plus de 80 ans, il n'y avait rien qui avait changé. Donc, c'est des questions très difficiles. Et donc, en général, en théorie de Ramsey, on va vous montrer que les nombres existent, mais c'est difficile de les calculer. Genre, on n'est pas capable de calculer la 5e valeur. C'est très, très difficile. OK. Maintenant, on va regarder les étoiles avec Esther Klein, Paul Erdős et Georges Szekeres. Donc, qui sont nos protagonistes? Esther Klein à gauche et Georges Szekeres à droite. On travaillait, étaient des Hongrois qui ne travaillaient pas en mathématiques. Donc, Esther Klein avait une passion pour les mathématiques, mais n'a pas pu être admise à l'université en mathématiques parce qu'il y avait juste, on se rappelle, on est dans les années 30 environ, là, il y avait juste une place de personnes qui sortaient de son école secondaire qui pouvaient aller en mathématiques d'étudiants juifs. Donc, elle a été forcée d'aller en physique, mais a continué à s'intéresser aux mathématiques. Et Georges Szekeres, lui, était en chimie. Donc, il a fait un doctorat en chimie, a travaillé en chimie, mais c'était des intellectuels. Ils aimaient beaucoup les mathématiques. Ils ont fui pendant la guerre, ont été s'établir en Chine. Ensuite, ont été là pendant l'occupation japonaise, pendant la révolution communiste, ont émigré en Australie à nouveau et ont eu des postes en mathématiques, en enseignement et en recherche mathématique, malgré qu'il n'y avait pas de doctorat ou de qualification dans ce domaine-là, parce qu'ils étaient des chercheurs créatifs et prolifiques. Et vous voyez que les deux sont décédés en 2005. En fait, ils sont décédés à moins d'une demi-heure d'écart l'un de l'autre. Et donc, je ne l'ai pas dit, mais ils se sont mariés. Donc, il n'y a pas de hasard qui se sont suivis comme ça. Donc, ils étaient mariés, ils sont décédés à moins de 30 minutes l'un de l'autre de cause naturelle. Donc, c'est vraiment à la vie, à la mort. Paul Erdős, au centre, un des mathématiciens les plus connus, les plus prolifiques de tous les temps. Il a publié plus de 1500 articles et il a eu son doctorat, en fait, en Hongrie, lui aussi, à 21 ans. Ensuite, est parti à l'étranger à cause de la guerre, mais était un mathématicien très, très excentrique. Donc, il avait de la misère à rester à la même place. Et en fait, il n'a jamais eu de poste permanent durant sa carrière. Il se promenait d'une université à l'autre et il a collaboré avec tellement de gens grâce à cette méthode-là qu'il y a plus de 500 collaborateurs. Et maintenant, on a le nombre d'Erdős qui mesure à quel point un mathématicien est éloigné en termes de publication de Paul Erdős, en termes de collaboration. Donc, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Et Paul Erdős, lui aussi, a une histoire amusante par rapport à son décès. Il est décédé durant une conférence. Donc, il avait déjà dit, moi, j'aimerais décéder, je finis une preuve au tableau, je me retourne, quelqu'un dans la salle me demande, qu'en est-il du cas général, M. Erdős? Il répondrait, je laisse ça à la prochaine génération, et il meurt direct. C'est pas ça qui est arrivé exactement, mais il était à une conférence, il assistait à une conférence, et il est décédé à 83 ans en 1996. Donc, une vie haute en couleurs. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces protagonistes-là? Bien, on va observer les étoiles. Donc, bienvenue à l'Observatoire du monde mathématique. Ce soir, c'est nuageux, donc on n'observera pas les étoiles, désolé. Revenez demain. Ah non, les nuages se tassent, on peut regarder les étoiles. OK. Donc, le problème avec le ciel, c'est que c'est courbé. Puis ça, c'est problématique parce que moi, je veux travailler dans le plan. Donc, je vais projeter les étoiles. On va faire ça. Donc, voici des étoiles. Et ce qui est le fun avec les étoiles, donc, j'ai projeté les étoiles, les plus grosses. Et donc, ce qui est le fun avec les étoiles, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour vous dire quelque chose comme « Ah, mais regarde, tu vois pas la casserole, là. Ça, c'est la grande ours, je vous jure. Là. Ah ouais, juste là. Puis, les étoiles, on peut faire des formes avec les étoiles. On peut faire des triangles. On peut faire des triangles là aussi. On revient au triangle. On peut faire des quadrilatères aussi. Et en fait, une chose que j'aimerais remarquer par rapport à ces quadrilatères-là, c'est qu'il est convexe. Est-ce qu'on peut toujours faire des quadrilatères convexes? Si j'enlève les autres points, je regarde juste ces 4 points-là, je ne peux pas former de quadrilatère convexe avec ces points-là.
Par contre, je vais en ajouter un nouveau, et là, je peux en former un. Et en fait, c'était ça l'observation qu'Esther Klein a fait. Elle a observé que pour n'importe quel 5 points dans le plan, tant qu'on ne les place pas sur une ligne, donc si on place les points sur une ligne, clairement, je ne peux pas former de triangle ni même de quadrilatère, mais si je ne les place pas sur une ligne, c'est inévitable qu'on va trouver un quadrilatère convexe. Donc, attention à vos yeux. C'est pas la bonne. Attention à vos yeux pour vrai. Donc, ça, c'est l'observation d'Esther Klein. Si je place 5 points, tels que 3 points ne sont pas sur la même ligne, donc chaque triplet de points ne sont pas sur la même ligne, c'est inévitable qu'on va toujours pouvoir en trouver 4 qui forment un quadrilatère convexe. Pourquoi c'est vrai? Bien, on va utiliser un concept qu'on appelle l'enveloppe convexe. Donc, l'enveloppe convexe, c'est quoi? Je vais prendre un élastique et je vais l'étirer. Je vais aller le placer ici, autour de mes points, puis je vais le relâcher. Qu'est-ce que ça donne? Il va se tendre autour des points. Ça, c'est l'enveloppe convexe. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Mon enveloppe convexe pour ces points-là, c'est un pentagone. Donc, je peux enlever un point puis trouver un quadrilatère convexe. Maintenant, si je prends un autre arrangement de points, j'étire mon élastique, je le lâche, il va aller se tendre, il ne touchera jamais au point du centre, mais l'enveloppe convexe, il y a des gens très intelligents qui ont pensé à ça, c'est toujours convexe. Donc, si c'est un quadrilatère convexe. Bonne nouvelle. Donc, on a terminé si ça a cet arrangement-là. Le dernier cas, c'est si notre enveloppe convexe, c'est un triangle. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une droite. On va tracer une droite avec les 2 points qui sont à l'intérieur. Et par le principe des tiroirs de Dirichlet, il va y avoir 2 points qui vont être du même côté de la droite, les 2 sommets du triangle. Et alors, on peut observer que ça forme un quadrilatère convexe. Donc ça, c'était la preuve d'Esther Klein. Maintenant, les 3 protagonistes se rassemblaient avec d'autres penseurs hongrois à Budapest, à côté d'une statue, et pensaient aux mathématiques le dimanche, ou je ne sais pas quel jour de la semaine en fait, mais ils se rassemblaient autour d'une statue, et ils se sont posé la question, est-ce qu'on peut généraliser ça? Est-ce que, pour un cas donné, c'est possible de positionner autant de points qu'on veut, avec la condition qu'on va tous les mettre sur une ligne, sinon ça va être plate. Mais mettons qu'on ne les met pas tous sur une ligne, est-ce qu'on peut en placer autant qu'on veut en évitant d'avoir un polygone à K côté convexe? Donc, ce n'est pas vrai pour K. K, on sait que c'est inévitable. Dès que j'en place 5, je peux trouver un quadrilatère convexe. Est-ce que c'est vrai pour K plus grand? La réponse est non. Donc, on ne peut pas avoir un désordre complet. Je pense que ça, c'est le maître mot aujourd'hui. Et ça, c'est le théorème qui nous dit que pour n'importe quel cas, il existe un nombre grand n, tel que dès qu'on a ce nombre de points-là, puis qu'on ne place pas nos points sur une ligne, on peut trouver pas un quadrilatère, mais un K à terre, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, un K polygone convexe parmi ces points-là. Et ça, ce théorème-là découle du théorème qu'on a vu précédemment, le théorème de Ramsey. Et ça, il le savait à ce moment-là. Donc, et c'est dans le même article que Erdős a montré la borne, Erdős et Szekeres ont montré la borne de 4 à la n, donc à laquelle j'ai fait allusion précédemment, et qui a été la meilleure pendant 80 ans. OK. Maintenant, essayons de comprendre un peu les entiers avec nos 2 derniers protagonistes, Schur et van der Waerden. Donc, Isai Schur a vécu entre nos protagonistes, était un mathématicien russe, a travaillé toute sa vie en Allemagne et était un étudiant de Frobenius et a travaillé en théorie de la représentation, en théorie des groupes. Et il y a une quantité immense de résultats qui sont à son nom. Donc, si vous cherchez, il y a plus de 25 résultats, théorèmes, propriétés, tout ce qui existe en mathématiques, il y a quelque chose de Schur avec ça. Et donc, lui aussi était pris en Allemagne donc, et a fui pendant la guerre. Et voilà. Notre deuxième protagoniste, van der Waerden, lui est un peu plus jeune et a étudié en Allemagne aussi, avec Émile Noether, qui a été une grande influence sur lui, avec Émile Artin, et était aussi algébriste, a été le professeur, le superviseur de Seifert van Kampen, entre autres,
et a travaillé en algèbre et ensuite en histoire des mathématiques. Il a fait beaucoup de contributions en histoire des mathématiques par la suite. Donc, voilà nos deux protagonistes. Donc, je vais rappeler c'est quoi une progression arithmétique. Donc, c'est quoi une progression arithmétique de n termes qui commence en A d'incrément D? Bien, c'est quelque chose de cette forme-là. Donc, je vais commencer en A, je vais ajouter D, je vais ajouter D, je vais ajouter D, puis je vais m'arranger pour en avoir n termes. Donc, des exemples, juste pour qu'on soit tous sur la même page. Je commence en 1, j'additionne 1 et je veux avoir 10 termes. Bien, je vais avoir les nombres de 1 à 10. Si je commence en 1, j'additionne 3 et je veux 5 termes. Je vais avoir les nombres de 1 à 13. Donc, pardon, 3. Et finalement, si je commence en 12, par exemple, je veux D est égal à 4. Donc, à chaque fois, j'additionne 4 et j'en ai 5. OK. Maintenant, on va fixer une longueur de progression arithmétique. Donc, je vais dire que je veux considérer des progressions arithmétiques de longueur K. Et je vais fixer un nombre d'ensemble R. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on veut partitionner les nombres de 1 à grand N en R ensemble en évitant l'apparition d'une progression arithmétique à K termes dans un des ensembles. Donc, c'est un peu la même saveur que précédemment. Au départ, on voulait partitionner des nombres tels que la taille des ensembles restait petite. Ensuite, on voulait partitionner les arêtes en deux classes en évitant l'apparition d'un triangle dans une des deux classes. Maintenant, on veut éviter qu'une progression arithmétique apparaisse dans un des deux ensembles, puis on se demande est-ce que c'est possible pour tout n? Bien, regardons un exemple. Donc, si je fixe R est égal à 2, donc je vais partitionner mes nombres en deux ensembles et je veux éviter des progressions arithmétiques de longueur 3. Donc, comment on va faire ça? On va regarder pour n est égal à 8. Je vais le mettre dans le premier ensemble, mon ensemble bleu, 1 arbitrairement. Je vais mettre 2 dans mon ensemble rouge arbitrairement, puis je vais mettre 3 dans mon ensemble rouge. OK? Ça, c'est juste pour qu'il y a quand même beaucoup de cas à considérer si on le considère en général, mais je vais supposer que je mets ça au départ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour 4? Je veux éviter une progression arithmétique de longueur 3. Bien, 2, 3, 4, c'est une progression arithmétique de longueur 3. Donc, si je mettais 4 en rouge, j'ai déjà perdu. Parce que je vais avoir 2, 3, 4 tout en rouge. Et donc, un des ensembles contient une progression arithmétique de longueur 3. Donc, je vais le mettre en bleu. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver d'autres progressions arithmétiques potentielles? Oui? 7. Exact, 7. Donc, on va avoir 1, 4 et 7. Donc, si 7 est en bleu, on a trouvé une progression arithmétique de longueur 3. Donc, on va mettre en rouge. Maintenant, on va faire la même chose. 3, 5 et 7. On ne peut pas mettre 5 en rouge, on va le mettre en bleu. Là, celui-là est un peu plus évident. 4, 5, 6, on va mettre 6 en rouge. 6, 7, 8, on va mettre 8 en bleu. Et là, si on observe, on voit qu'on n'a pas de progression arithmétique de longueur 3 dans cet ensemble, dans ni un ni l'autre des ensembles. Donc, on a réussi. Par contre, recopions cette séparation-là, mais on ajoute 9. Qu'est-ce qui se passe avec 9? Bien, disons que je mets 9 en bleu. On ne mettra pas 9 en bleu. On va le mettre en rouge. En fait, ça ne montre pas que c'est impossible parce que j'ai fait beaucoup de suppositions au départ, mais on peut montrer que c'est impossible. À partir de 9, c'est impossible de séparer les nombres de 1 à 9 en deux classes en évitant les progressions arithmétiques de longueur 3. Et en fait, le théorème de Van der Waerden nous dit que la progression arithmétique, qu'on peut le faire pour n'importe quelle longueur de progression arithmétique et n'importe quel nombre d'ensemble. Donc, si je fixe une longueur, il va exister un nombre grand N tel qu'il est impossible de partitionner les nombres de 1 à grand N en R ensemble sans qu'un des ensembles contienne une progression arithmétique de longueur K. Donc, ce théorème-là est comme vraiment compliqué à démontrer. Comme vraiment compliqué à démontrer, puis je vais y revenir. Mais avant, je vais vous dire que, encore une fois, on peut, en théorie de Ramsey, pas mal tout le temps se demander c'est quoi la taille de ma fête, c'est quoi le nombre d'entiers. Donc, comme les nombres de Ramsey, on avait le théorème de Ramsey, on a les nombres de Ramsey. Ici, on a le théorème de Van der Waerden, on va avoir les nombres de Van der Waerden. Et ça va être les nombres de WRK, donc pour un K et un R donné. La preuve de ce théorème-là est tellement compliquée qu'en fait, ça nous donne une borne supérieure pour WRK, mais on n'est même pas capable de l'écrire. Donc, je ne peux pas écrire la borne supérieure
en fonction de l'exponentielle, en fonction du factoriel, en fonction de toutes les fonctions qu'on connaît. En fait, on peut écrire un programme informatique qui va calculer cette borne-là, mais je ne peux pas l'écrire avec des fonctions usuelles. Et donc, cette preuve-là, elle a été simplifiée un peu, mais Timothy Gowers a gagné la médaille Fields, entre autres pour ses travaux en analyse fonctionnelle. Donc, la médaille Fields, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est comme un peu le Nobel des mathématiques, à la seule condition qui est accordée avant l'âge de 40 ans aux mathématiciens. Et il a gagné la médaille Fields pour ses travaux en analyse fonctionnelle et pour son travail sur le théorème de Van der Waerden. Et il a permis d'établir une borne qu'on est capable d'écrire, c'est-à-dire la borne suivante. Donc, 2 à la 2 à la R à la 2 à la 2 à la K plus 9. Ça, c'est une découverte sensationnelle. Donc, ces nombres-là, on ne sait pas vraiment ils ont quelle taille, mais on sait qu'ils ne sont pas trop gros, tu sais, en tout cas. Mais on ne sait pas si ça, c'est une bonne approximation ou pas. Donc, tantôt, je vous ai dit pour 9, donc K est égal à 2, K est égal à 3, R est égal à 2, on avait 9. La borne initiale de Van der Waerden donnait 325. Donc, on voit que c'est loin, puis cette borne-là, encore une fois, est immense. OK, donc, je vous ai dit tout à l'heure que Dirichlet avait travaillé sur certains cas particuliers du dernier théorème de Fermat. Puis un autre de nos protagonistes, ce problème-là a motivé beaucoup de gens à travers l'histoire. Et un autre de nos protagonistes, Schur, a travaillé sur le dernier théorème de Fermat. En fait, il a montré un théorème qui est un peu quelque chose qui ressemble. Donc, qui est l'inverse, mais qui ressemble. Donc, on a la même équation, on a un m naturel, et on dit qu'il existe une solution non nulle modulo p, si p est assez grand. Donc, c'est un drôle de théorème, juste pour comparaison. Dernier théorème de Fermat qui n'était pas un théorème à ce moment-là, ou qui était à moitié un théorème, parce que si on croit Fermat ou pas. Maintenant, c'est un théorème. Ça affirme ceci. Donc, il n'y a pas de solution avec x, y, z strictement plus grand que 0 si m est au moins 3. Là-bas, on dit, si p est suffisamment grand, il existe une solution, modulo p. OK. Schur a montré ce théorème-là en 1916. Et ce théorème-là, je ne suis pas convaincu que ça l'a passé à l'histoire, mais dans le même article, il va montrer peut-être ce qui est le premier résultat de théorie de Ramsey, avant même que Ramsey se mette à travailler là-dessus. Et il va se poser une question très similaire à ce qu'on s'est posé précédemment, mais un peu différente, puis qui motive encore la recherche aujourd'hui. Donc, il va dire, soit R un nombre d'ensemble, on va vouloir partitionner encore une fois les nombres de 1 à grand N en R ensemble, le même contexte, mais maintenant, on va vouloir éviter qu'un des ensembles contienne un nombre x, un nombre y et leur somme. Donc, on veut séparer les facteurs de leur somme. Donc, ça ne découle pas du théorème de Van der Waerden, puis ça ne l'implique pas. C'est un problème similaire, mais quand même différent. Donc, on peut prendre x est égal à y, mais vraiment, ce qu'on veut, c'est quand on a une somme, on sépare chacun des termes dans des ensembles différents. Donc, voyons un exemple. Je vais prendre R est égal à 2. Donc, je veux séparer en deux ensembles. Ça va être pratique. On va dire nos ensembles bleus, nos ensembles rouges comme précédemment. Et on va prendre N entier. Donc, arbitrairement, je vais dire que 1 est dans mon ensemble rouge. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, je vais prendre X est égal à 1, Y est égal à 1. Ça donne 2. Donc, 2 doit être d'une couleur différente. Sinon, j'ai déjà perdu. Ça doit être dans un ensemble différent. OK, maintenant, prenons 2 et 2. 2 et 2 doit donner 4. Et 4 doit être rouge. Ensuite, 1 et 4 doit donner 5. 5 doit être bleu. Finalement, 2 et 3 donnent 5. Donc, 3 doit être rouge. Donc, est-ce qu'on a réussi à les séparer en deux ensembles? Oui? On a 1 et 3. Exact. 1 et 3 donnent 4. Donc, ce qu'on vient de montrer, on n'a rien supposé à part que 1 était dans un des deux ensembles. On a montré que c'était impossible de séparer les entiers de 1 à 5 en deux ensembles en séparant les termes de leur somme. Et en fait, ce nombre-là va être plus grand si on prend un R différent, mais ce nombre-là existe toujours, puis c'est ça le contenu du théorème de Schur. Donc, le théorème de Schur nous dit, si je choisis un nombre d'ensemble, si je prends assez d'entiers, à un moment donné, je ne peux plus séparer la somme de ces termes.
Donc, encore une fois, on peut se poser la question, c'est quoi les nombres de Schur et tout ça? On ne les connaît pas bien. C'est standard en théorie de Ramsey. Mais ce n'est pas ça la question que je vais vouloir poser. En fait, moi, je vais vouloir me poser la question, c'est quoi qui se passe avec le produit? Donc, il découle du théorème de Schur qu'on peut aussi montrer le même théorème en remplaçant cet ensemble-ci par l'ensemble x, y, x fois y. Donc, on peut prendre l'exponentielle, faire des petites manipulations, ça découle. OK. Mais moi, je ne veux pas juste la somme, je ne veux pas juste le produit, je veux les deux en même temps. Donc, la conjecture de Heinemann, qui date des années 70, nous demande, est-ce qu'on est capable de séparer la somme, les deux x, y, de la somme et du produit? Donc ça nous donne plus de liberté parce que des fois, si je veux éviter pour un x et un y donné, je peux juste séparer la somme de x et y, puis ensuite, pour un autre x et y donné, je peux séparer le produit. Puis j'évite d'avoir tout en même temps. Donc j'ai plus de liberté. Donc si on l'essaye, qu'est-ce qui va se produire? Bien là, je vais mettre 1 dans un ensemble. Je vais avoir 1 fois 1, ça donne 1. Donc là, 1, 1 et 1 fois 1 sont dans le même ensemble, sont rouges. Donc, je dois avoir que 1 plus 1 est bleu. Ensuite, je vais faire la même chose. Non, je ne vais pas faire la même chose. Je vais dire arbitrairement 3 est bleu pour simplifier ma vie. Et là, ce que je vais dire, c'est 2. Donc, je vais prendre 2 et 2. Donc, 2 fois 2, ça donne 4. Et 2 plus 2, ça donne 4. Donc, pour séparer 2, 2 et 4, il faut que je mette 4 dans un autre ensemble, donc dans l'ensemble rouge. Maintenant, on va faire la même chose avec 1 et 4. 1 et 4, ça donne 1, 4, 4 pour le produit et 5. Donc, je n'ai pas le choix que ça soit bleu. Je continue, j'ai 2 et 3. 2 plus 3, ça donne 5. Donc là, je n'ai pas pu séparer la somme, donc je n'ai pas le choix de séparer le produit. Je sépare le produit. Et ensuite, je vais le faire une dernière fois. Donc, 1 et 6, ça me donne 1, 6, 1 fois 6 et 1 plus 6. Donc, je n'ai pas le choix de mettre 7 en bleu. Et là, ici, on a réussi à séparer les 7 premiers entiers. On pourrait continuer, là, c'est juste, je ne veux pas vous ennuyer, mais on voit qu'on n'était pas capable de faire ça quand on avait juste la somme. Dès qu'on avait 5 entiers, on obtenait une contradiction. Maintenant, on a réussi à 7, puis on pourrait continuer. Donc, on a plus de liberté. Tout de même, dans le cas R est égal à 2, ça a été démontré. Donc, c'est impossible de séparer la somme, le produit et les deux facteurs ou les deux termes dans le cas R est égal à 2 quand on a juste deux ensembles. Par contre, si R est au moins 3, on ne le sait pas. Donc, c'est ouvert. Et en fait, il y a des résultats récents. Donc, ça, Heinemann, ça date des années 70. Il y a des résultats récents par rapport à ça. Donc, on sait que on peut remplacer cet ensemble-là par x, x fois y, x plus y. Donc, on ne s'intéresse plus à la classe de y. Si on s'intéresse juste à x, x fois y, x plus y, on ne peut pas éviter qu'un ensemble de cette forme-là apparaisse quand on prend assez d'entiers. Mais ça, c'est 2017. Puis ça utilise des méthodes assez flyées. Maintenant, on va prendre un petit pas vers l'arrière, puis on va reformuler notre problème comme on l'a fait précédemment. Donc, à la place de regarder, de partitionner les nombres de 1 à grand N, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de partitionner les naturels au grand complet. Donc, je vais fixer R comme je le faisais, mais maintenant, à la place de partitionner les nombres de 1 à N, je vais partitionner les naturels au grand complet en R classe, et je vais essayer d'éviter la même chose. Donc, x, y, x fois x plus y, ou encore l'ensemble que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire x, y, x fois y, x plus y. Ça, c'est équivalent. Ça ne devrait pas être évident pour vous. Si ce l'est, bravo. Ou peut-être vous ne comprenez pas. Mais il y a une des directions qui est relativement évidente. Donc, si je suis capable de partitionner grand N en évitant ça, bien clairement, je suis capable de partitionner les N premiers. Par contre, pourquoi est-ce que quand je suis capable de partitionner les N premiers pour n'importe quel N, je suis capable de partitionner les naturels au grand complet? Ça découle du principe de compacité logique. De principe de compacité logique ou combinatoire. Et donc, ça demande une preuve. Mais on va dire que ça, c'est équivalent. Donc, pour nos fins. Et ça l'est. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va pouvoir reformuler notre théorème de Schur. C'est impossible de partitionner les naturels en R ensemble en évitant un ensemble de cette forme-là. Maintenant,
la question, donc, avec notre formulation, c'est est-ce qu'on peut partitionner les naturels en un ensemble X qui ne contient pas, en R ensemble, qui contiennent tous pas X, Y, X fois Y, X plus Y. Et peut-être qu'on ne sait pas dire grand-chose sur les naturels, mais on est capable de dire quelque chose un peu sur les corps. Donc, si je prends un corps, K, je peux pas le partitionner en évitant un ensemble, mais où j'oublie Y. Donc, encore une fois, on est capable d'étendre ce... Puisque les corps n'ont pas nécessairement un ordre naturel comme les premiers n entiers, on a besoin de la reformulation pour pouvoir dire « Ah, ben je vais juste tout le partitionner, puis ça devrait donner la même chose. » Mais le résultat plus intéressant encore, c'est qu'on est capable de montrer le résultat au complet, mais pour Q. Donc, si j'ai des inverses multiplicatifs, et ça, c'est un résultat très récent, puis ce n'est pas un résultat facile parce qu'on a des inverses multiplicatifs, mais ça le rend possible. On est capable de... On dit que c'est impossible de partitionner Q en un ensemble comme je le voulais. Oui? Est-ce que c'est Savok de McGill? Oui, donc ce théorème-là a été montré de l'autre côté de la montagne. Et donc, ce théorème-là montre justement que ça a été... qu'on a quasiment le résultat pour les naturels, mais il y a des inverses multiplicatifs. Donc, on ne sait pas vraiment si le résultat tient pour les naturels. Et donc, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation? Bien, c'est quoi le lien entre tous ces théorèmes-là? Il n'y a pas un lien formel entre tous les théorèmes. Donc, il n'y a pas tous les théorèmes qui s'impliquent entre eux. Il y a beaucoup de théorèmes qui découlent du théorème de Ramsey, mais vraiment, c'est l'idée. C'est l'idée de la chambre que j'aimerais que vous reteniez. Donc, dans tous ces domaines-là, en géométrie, en combinatoire, en théorie des nombres, peu importe comment on essaye de découper des structures qui sont grandes, on n'arrivera jamais à détruire toute la structure. Il va toujours exister une structure qui va apparaître, puis même si on essaie d'être très, très intelligent de comment on découpe les naturels, on ne peut pas éviter une certaine structure. Donc, merci pour votre attention.